Bonjour, c'est le dimanche, c'est de la politique. L'émission s'appelle tout naturellement Dimanche en politique. J-7 avant le premier tour des élections législatives. Nous continuons nos émissions spéciales consacrées au sujet. 3 représentants de 3 partis politiques. Aujourd'hui, Dominique Bilde, député européen Front National et secrétaire départemental du FN de Meurthe-et-Moselle. Jacques Lamblin, député maire de Lunéville et président des Républicains 54. Et enfin, Bora Yilmaz, secrétaire départemental du Parti communiste et membre du Conseil national du PCF, sont nos invités. Bonjour à vous 3. Une première question toute simple, en 2 phrases. Comment vous qualifieriez la campagne législative actuelle? Honneur aux dames, Dominique Bilde. Bonjour. Mais écoutez, la campagne se passe plutôt bien, un peu chaudement. C'est vrai que les gens sont un petit peu... trouvent le temps long après ces élections qui n'en finissent pas, mais dans l'ensemble, on a un très bon accueil et ça se passe plutôt bien. Jacques Lamblin, est-ce que vous sentez aussi un peu de fatigue des électeurs? Pas vraiment, non, mais la campagne est plutôt dans une ambiance agréable, sans doute liée au climat, assurément, mais elle est assez dynamique et sur le terrain, on fait des rencontres positives, le débat est riche, ça se passe bien. Bora Yilmaz, vous êtes satisfait du retour que vous entendez sur les marchés ailleurs? Les retours sont plutôt bons, quoique assez divers, mais je ressens surtout beaucoup de doutes, beaucoup de colère et une impression, c'est que le résultat de l'élection présidentielle n'a rien réglé aux problèmes du pays, qu'on est dans la continuité des 2 quinquennats précédents et donc beaucoup d'hésitation encore chez les électeurs et donc une incertitude à une semaine du scrutin sur le résultat. Alors on va essayer de regarder justement quels seront les résultats, les pronostics en tout cas, sur cette élection législative. J-7 donc avant le premier tour. Quelles sont les tendances? Regard sur les sondages, c'est juste après le jingle. Les intentions de vote au premier tour, donc, c'est un sondage Ipsos Steria réalisé pour France Télévisions le 30 mai dernier. Regardez ce que cela donne. Les Républicains En Marche avec le Modem 29,5%, l'UDI-LR DVD 22%, le Front National à 18%, France Insoumise 11,5%, Parti Socialiste PRG-DVG 9%, et enfin le Parti Communiste à 2%. Jacques Lamblin a 22% d'intention de vote pour les Républicains et l'UDI. Vous êtes satisfait? C'est en progrès? Vous pouvez mieux faire? Écoutez, les résultats que vous m'indiquez là sont en progression par rapport à ceux de la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a une légère embellie. Ça veut donc dire que, comme on le pense depuis le début, c'est vraiment dans les derniers jours que de très nombreux électeurs vont se décider, vont faire leur choix. Et dans ces conditions, je crois que les déclarations des candidats, les programmes, parce que ce n'est pas une élection, c'est 577 élections, rappelons-le. Donc les projections à partir d'une statistique nationale, elles sont extrêmement aléatoires. Ça ne tient pas forcément compte de la réalité du terrain. Dominique Bilde, 18% pour le FN, c'est en baisse par rapport au score de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. C'est pas bon, ça se tasse. Qu'est-ce qui se passe au FN? Vous savez, les sondages ont prouvé dans les élections précédentes qu'il y avait très souvent des erreurs, même de grosses erreurs. C'est vrai que les gens là sont encore un petit peu sur leur faim par rapport à la campagne des présidentielles. Ils ne disent pas encore sur quel terrain ils vont aller plutôt. Ils posent beaucoup de questions. Ils sont encore dans l'expectative à se dire bon, on va attendre encore s'il y a des nouvelles, s'il se passe quelque chose au niveau du gouvernement. Donc dans l'immédiat, moi je ne me fierai pas à ce genre de pronostic. Déjà en Meurthe-et-Moselle, on sent vraiment une dynamique, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Bora Yilmaz, seulement 2% des intentions de vote pour le PC. Est-ce que c'est la fin du Parti communiste qui s'annonce? Non, je ne crois pas que ce soit la fin du Parti communiste. La première chose que je veux dire, c'est que le PCF a fait le choix, en toute responsabilité, dans plus d'une centaine de circonscriptions, de ne pas directement présenter de candidats pour s'inscrire dans des alliances bien plus larges. Donc en termes d'étiquette, ça fait mécaniquement baisser les pourcentages. Après, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, ces chiffres, ces intentions sont mauvaises, pas seulement pour le PCF, elles sont mauvaises pour l'ensemble de la gauche. C'est le résultat d'une division qui est catastrophique à gauche. Pour notre part, on a travaillé pendant des mois et des mois à la présidentielle, puis aux législatives, pour le rassemblement des forces. Nous nous sommes heurtés à des appareils politiques du côté de la France Insoumise, du côté du
du Parti socialiste également. Donc moi j'invite les électeurs dimanche prochain à faire mentir tout ça en se rassemblant derrière les candidats qui ont porté cette nécessité du rassemblement de la gauche. Alors on en reparlera de ces divisions à gauche un peu plus tard dans l'émission. Pour l'heure, je vous propose de regarder la projection en siège de la future Assemblée nationale. C'est un raz-de-marée orange, ou plutôt jaune, si l'on regarde en fait ce nouvel hémicycle qui pourrait sortir des urnes. 577 députés à élire. En Marche obtiendrait entre 395 et 425 sièges. L'UDI, allié donc aux Républicains, sauve les meubles avec 95 à 115 élus. C'est la Bérésina pour le PS et ses alliés, seulement 25 à 35 sièges sur les 284 qu'il compte actuellement. France Insoumise, le PCF, obtiendrait entre 10 et 20 sièges. Enfin, le scrutin majoritaire reste toujours défavorable au FN, qui n'obtiendrait que 5 à 10 élus à l'Assemblée nationale. Jacques Lamblin, cette vague en marche, c'est l'expression de ce que beaucoup qualifient de sans faute d'Emmanuel Macron? Bon, il y a une vague en marche, tout le monde peut le constater, mais 400 députés en marche, là, j'ai quand même un peu du mal d'y croire, car comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'est pas une élection nationale, mais 577 élections. Tout dépend de la qualité des candidats. Parce qu'un candidat de qualité modeste, va-t-on dire, fut-il candidat en marche, s'il a en face de lui quelqu'un qui tient la route, eh bien, il a beau être en marche, il sera probablement pas élu. C'est même si sur le papier, théoriquement, il devrait avoir 30% des voix, il en aura peut-être que 20. Alors c'est quand même l'expression de la satisfaction actuelle des électeurs vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Regardez ce sondage, encore une fois un sondage, 58% de satisfaits contre 42% d'insatisfaits, avec aussi un chiffre à préciser, c'est que 57% des personnes interrogées qui ont voté François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle disent qu'ils sont aujourd'hui satisfaits de l'action du président de la République. Donc ce sont vos propres électeurs qui se disent satisfaits. Donc ça va manger dans votre électorat, en fait, aujourd'hui, ce succès, si on peut dire, en tout cas, dans les sondages d'Emmanuel Macron. Que la perception du président de la République, l'action du président de la République depuis quelques semaines soit positive, c'est incontestable. C'est vrai que Emmanuel Macron n'a pas fait de faux pas, hormis ses affaires avec son ministre, là, qui sont un peu compliquées pour lui. En ce qui concerne le président de la République, c'est vrai qu'il a été plutôt habile, on va dire comme ça. Maintenant, il faut voir la suite. On disait donc, et on parlait d'élections quand même qui restent des élections locales, même si on élit des députés au niveau national. Est-ce que cette réalité du terrain peut amener des députés FN lorrains au Palais Bourbon d'ici 15 jours? Écoutez, c'est pour ça qu'on est en train de travailler, justement. Où est-ce que vous pouvez gagner? Mais c'est pas une question d'endroit, parce que les endroits ont déjà été dits, et ça, je trouve que c'est même dangereux. Moi, j'aime pas de faire des prévisions comme ça. Il y a des endroits où ça marche mieux, comme dans tout parti, mais il faut quand même reconnaître aussi que je veux dire, c'est le mode de scrutin qui fait aussi cette élection, et il faut quand même reconnaître que le Front National est très défavorisé dans ce mode de scrutin. Monsieur Sarkozy comme Monsieur Hollande avaient dit qu'ils essaieraient... Ce fameux plafond de verre, en fait, que le scrutin majoritaire impose. Voilà. Ils avaient dit qu'ils mettraient une dose de proportionnelle, ce qu'ils n'ont pas fait, et ce que ne fera pas non plus Monsieur Macron, je suppose, parce que ils ont trop peur de ce qui pourrait arriver à ce moment-là avec notre parti. Par contre, quand j'entends que les gens sont satisfaits du début de ce qu'a fait Monsieur Macron, oui, satisfait de quoi? Satisfait qu'il se soit bien comporté quand il a fallu prendre la place, satisfait des effets d'annonce, mais on ne peut pas être satisfait tant qu'il ne s'est rien passé. C'est de la communication. Voilà, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Et en plus, je voudrais quand même ajouter qu'on dit, je ne sais plus combien de personnes de chez Macron, mais enfin, c'est pas forcément En Marche, quand on sait tous les gens de tous les partis politiques qui l'ont rejoint. Donc c'est des gens qui ont retourné leur veste, que ce soit de gauche, que ce soit de droite, que ce soit du centre, pour aller le rejoindre, parce qu'il y avait justement une dynamique de ce côté-là. Bora Yilmaz, est-ce que, comme pour le Front National, le scrutin majoritaire défavorise votre camp également?
La première chose, c'est qu'une assemblée telle que la projection le montrait à l'instant révélerait une nouvelle fois le caractère profondément antidémocratique des institutions de la Ve République et la nécessité de passer à l'élection du Parlement à la proportionnelle pour permettre à l'ensemble des sensibilités d'être représentées. C'est une proposition d'Emmanuel Macron, justement. Oui, alors on attend de voir comment tout ça va être mis en œuvre. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'une assemblée comme celle-là serait une véritable catastrophe parce que ça donnerait une majorité absolue à Emmanuel Macron, qui n'a effectivement rien fait jusqu'à présent, mais qui s'apprête à exiger du Parlement le vote d'une loi d'habilitation dès cet été pour poursuivre le travail de casse du Code du travail engagé durant les derniers quinquennats. Donc nous disons aux électeurs, et en particulier aux électeurs de gauche, de ne pas laisser faire et d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui s'engagent très clairement dans la campagne à ne pas voter cette loi d'habilitation qui permettra à l'exécutif de gouverner par ordonnance. On va passer à un deuxième thème dans cette émission. Les bons scores aussi, vraisemblablement, du Rassemblement En Marche avec le MoDem s'expliquent peut-être par les divisions qui existent au sein des différents camps. C'est notre deuxième partie qu'on a choisi d'appeler législative. Combien de divisions ? Alors, si j'ai choisi de paraphraser Staline pour cette deuxième partie, c'est parce qu'effectivement les divisions sont légion, et c'est vrai dans toutes les formations politiques. On va commencer avec vous, Jacques Lamblin. En Meurthe-et-Moselle, on a un duel LR-UDI sur Nancy 1, sur la 6e à Pont-à-Mousson, des duels à droite aussi à Messin, Metz 2, Sarreguemines, Sarrebourg, Thionville-Est, en Meuse également dans la 2e. Sont soit des dissidents LR qui se présentent face à un UDI, soit à l'inverse, des gens de droite qui rejoignent En Marche. On a l'impression que c'est un peu le bordel quand même. Non, n'exagérons rien. Des candidatures individuelles, ça a toujours existé. C'est aussi vieux que le monde, quels que soient les partis politiques. Vous pourrez en parler tout à l'heure des autres partis. Vous avez déclaré récemment que la droite ne se déchirait pas. Dans une interview à l'Est républicain. Il y a quand même des gens qui sont partis chez Macron. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ont envie d'y aller en se disant « Tiens, allez hop, je tente ma chance ». Ça, c'est traditionnel ? C'est traditionnel dans tous les courants de pensée. Vous avez de temps en temps, par-ci par-là, telle ou telle personne qui estime pouvoir tenter sa chance. Et c'est jamais une bonne chose, mais c'est la vie politique dans toute sa réalité. Alors maintenant, non, notre parti politique ne se déchire pas. Nous avons, à la différence sans aucun doute des autres tendances qui sont sur l'éventail politique, nous avons, je crois, que ce soit LR, UDI, une vision identique de la société. Et s'il y a quelquefois des difficultés locales, c'est lié à des personnes davantage qu'à une philosophie politique générale. C'est la grande différence par rapport à ce qui arrive en ce moment au Parti socialiste, qui finalement se retrouve face à une situation... On a quand même des candidats de votre tendance qui aujourd'hui s'affichent en disant j'ai quand même de la proximité avec les idées d'Emmanuel Macron pour essayer de récupérer cet électorat. On a l'impression en fait qu'on ne sait plus où on habite du côté de la droite et qu'on va quand même aller chercher en disant oui, je peux m'inscrire. Là encore, vous tirez de quelques cas particuliers des considérations d'ordre général. Écoutez, on fait des portraits de circonscription actuellement et c'est ce qu'on entend aussi de la part des candidats LR-UDI. Laissez-moi terminer. Je veux simplement dire que de notre côté, il n'est pas question de faire une opposition frontale à Emmanuel Macron, d'autant plus que le Premier ministre est membre de notre groupe politique. C'est simplement que nous avons... Ça jette aussi le trouble, finalement. C'est sans doute aussi une partie du projet du président de la République. Mais nous avons, nous, un socle d'idées que nous cherchons à défendre, et à partir du moment où les propositions gouvernementales seront compatibles avec notre socle d'idées, il n'y a aucune raison que nous nous y opposions de façon systématique, bien au contraire. Donc on sera, lorsque la proposition nous convient sur le plan de nos valeurs, nos propres valeurs, nos propres règles politiques, nous y adhérerons. À l'inverse, lorsque nous ne sommes pas favorables, eh bien nous voterons contre. C'est aussi simple que cela.
Dominique Bild, c'est pas simple aussi du côté du FN. Il y a eu une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle. Aujourd'hui, il y a des candidats de Debout la France, il y a des candidats du Front National. Il y aura même des candidats du côté de l'Union des Patriotes, donc, qui est un adage entre les comités jeunes de Jean-Marie Le Pen, le Parti de la France, de Karl Lang ainsi que Civitas. Si l'on regarde par exemple les affiches des candidats, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que Jean-Marie Le Pen s'affiche, vous le voyez à côté de moi, aux côtés des candidats. Ça vous fait une belle concurrence aussi, ça. Dupont-Aignan, Jean-Marie Le Pen qui revient sur la scène politique. Dupont-Aignan, on a toujours eu des candidats contre nous. On oui, mais vous étiez ensemble à la présidentielle. Non, donc. Au deuxième tour. Au deuxième tour, il y a eu une alliance. Si éventuellement Marine Le Pen gagnait le deuxième tour, à ce moment-là, M. Dupont-Aignan, qui a quand même énormément d'idées qui sont comme nous, nous a rejoints. Bon, après, il y a eu, au niveau des instances, il y a eu des tractations. Apparemment, ça n'a pas abouti. Donc, on a des candidats, mais comme on en avait la dernière fois, comme on en a toujours eu, de chez M. Dupont-Aignan. La nouveauté, c'est que Jean-Marie Le Pen présente des candidats contre le Front National. Oui, mais à contrario d'autres partis politiques, Jean-Marie Le Pen n'est plus au Front National déjà depuis un certain temps. Les autres partis ne sont plus au Front National non plus. Donc voilà, ils se présentent comme là, il y a plein de petits groupes qui se présentent qu'on ne connaît pas. Ça risque de vous coûter des élus quand même, parce qu'il va faire des pourcentages oui, de voix, Jean-Marie Le Pen. C'est quand même le jeu de la démocratie. Donc ils ont aussi certainement des électeurs qui ont envie d'entendre leur voix. Et ça reste quelque chose pour moi de tout à fait normal. Et puis de toute façon, vous savez bien qu'au deuxième tour, il y a beaucoup de problèmes qui vont se régler. Donc de toute façon, on verra. Bora Yilmaz, même question cette fois-ci entre le PCF et Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Pareil, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon était trop gourmand? Alors Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas, mais en tout cas son mouvement, le mouvement qu'il a soutenu à la présidentielle comme nous l'avons soutenu, a fait preuve d'une intransigeance incroyable. Moi je crois que dans cette situation, personne ne peut se payer le luxe de faire le vide autour de soi, de la division. La division, c'est la machine à perdre en fait. Évidemment, c'est pour ça que nous on a pris énormément d'initiatives. On a travaillé et à la présidentielle et aux législatives, au rassemblement des forces qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon d'une part, mais aussi Benoît Hamon. On voit que dans plus de la moitié des circonscriptions du pays, une telle alliance, une telle dynamique à l'élection législative aurait peut-être permis de virer en tête, d'empêcher du même coup à Emmanuel Macron de mettre en œuvre ses projets de régression sociale, et d'empêcher également aux représentants de l'extrême droite ou de la droite dure qui sont ici sur le plateau de sortir renforcés de la séquence. Alors, toutes ces dissensions sentent quand même la bonne cuisine politique. La tentative de renouveler la politique française passe aussi par une loi, c'est celle de la moralisation de la vie politique. Est-ce possible? On en reparle tout de suite après le petit jingle. Donc l'actualité de la semaine a été marquée par la présentation de la loi de moralisation de la vie politique. C'est François Bayrou donc qui a porté le projet. Ce sera un des grands chantiers du quinquennat. Ce sera le premier chantier du quinquennat d'Emmanuel Macron. Regardez ce reportage de la rédaction nationale pour bien comprendre quel est l'enjeu de ce projet de loi, et on en reparle tout de suite après. C'était une promesse de campagne. Proposer le plus rapidement possible un projet de loi sur la moralisation de la vie publique. François Bayrou en a dessiné les premiers contours. Il ne s'agit plus de se prononcer sur tel ou tel comportement individuel, ni d'adopter des demi-mesures. Le véritable enjeu est d'adopter une démarche globale de nature à restaurer la confiance des citoyens dans l'action publique. Première étape, une réforme constitutionnelle pour limiter les élus à 3 mandats maximum, interdire le cumul ministre plus mandat exécutif local et interdire aux anciens présidents de siéger au Conseil constitutionnel. Deuxième volet, la transparence des élus. Le projet prévoit l'interdiction des emplois familiaux, la suppression de la réserve parlementaire et la prévention des conflits d'intérêts.
Enfin, pour financer les partis politiques de façon plus transparente, le gouvernement veut créer une banque de la démocratie. Un texte plutôt bien accueilli par les associations de lutte contre la corruption. C'est un bilan globalement positif. Mais il faudra d'une part que le Parlement l'accepte et que ne s'enlisent pas les projets de loi constitutionnels, qui doivent quand même être votés dans les mêmes termes par les deux assemblées. Et il faudra y ajouter la question de l'indépendance de la justice. Sur ce point, François Bayrou annonce une révision constitutionnelle pour assurer l'indépendance des magistrats du parquet. Une réforme promise depuis une vingtaine d'années, mais qui n'a jamais vu le jour. Jacques Lamblin, je vais vous poser une question curieuse. Si cette loi avait existé avant, est-ce que François Fillon aurait été élu? Il n'aurait pas pu employer son épouse? Oui, c'est une façon de voir les choses, effectivement. Là, je ne m'attendais pas à cette question. On va voir ce qui restera de la proposition de François Bayrou à l'arrivée. Il y a dans les propositions qui sont faites des mesures intéressantes. Après, je suis quand même assez méfiant parce que on risque, parce qu'on veut beaucoup de transparence, on risque de remplacer des méthodes relativement simples par de la bureaucratie. Le cas typique, les frais de mandat parlementaire. Vous savez, là, chaque député a une somme d'argent qui lui permet de faire tourner sa permanence. Qu'on décide de faire un remboursement sur justificatif, moi ça me convient très bien, c'est tout à fait... Simplement, ce que je veux dire, c'est que ça ne changera pas grand-chose, puisque, a priori, l'argent dont on dispose sert à ça, précisément. Simplement, on va avoir beaucoup de paperasse à faire, et puis il y a beaucoup de gens qui vont contrôler ces paperasses. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, le citoyen, finalement, va probablement dépenser plus d'argent qu'il n'en dépensait auparavant, tout simplement parce qu'on introduit un certain nombre de contrôles, alors que dans beaucoup de domaines, on essaye de simplifier. L'autre sujet, c'est cette affaire de l'emploi des emplois familiaux. Oui, pourquoi pas mettre cette règle? Mais est-ce qu'elle est aussi juste qu'il y paraît? Qu'en est-il des couples non officiels? C'est-à-dire qu'une épouse n'aura pas le droit d'être employée. Ça va empêcher les parlementaires de se marier, alors, à votre avis? Non, mais il peut y avoir des couples en union libre. Je ne parle même pas des maîtresses, je parle des couples en union libre, qui ne sont ni pacsés, ni... Ça va favoriser l'emploi des maîtresses. Je ne dis pas cela, bon, mais en tout cas, ça ne sera pas interdit. Oui. La banque, on sait que le Front National a des problèmes de financement, qu'il est obligé d'aller chercher des sous en Russie pour financer ses campagnes. C'est officiel, hein, c'est très officiel, je n'invente rien. Est-ce que cette banque en fait de financement des partis politiques, ça vous semble aller dans le bon sens? Ah bah oui, ce serait... Enfin, je vous dis, la Russie, une fois, hein, parce qu'on l'entend à chaque fois. Une fois où on a eu un prêt avec la Russie, c'est vrai. Mais pour nous, il est vrai que ce serait très intéressant, puisque là, on serait plus obligé de se battre comme on se bat à chaque élection pour essayer d'avoir un petit peu d'argent, alors qu'on le donne à tout le monde. Moi, j'ai des candidats en Meurthe-et-Moselle qui n'ont pas eu de prêt, hein. Des simples candidats. On parle beaucoup actuellement donc des affaires. On en a eu pendant l'élection présidentielle. On a l'affaire Ferrand qui vient sur le sujet. On a eu donc l'histoire des attachés parlementaires cette semaine avec Marielle de Sarnez et Édouard Philippe qui venaient derrière donc l'affaire des attachés parlementaires européens donc du Front National, avec un Front National condamné à rembourser, je crois, jusqu'à 5 millions d'euros. Vous êtes vous-même touché, c'est l'occasion d'en parler, par ce sujet, puisque votre attaché parlementaire, Kevin Peffer, qui est candidat... Non. C'est pas Kevin Peffer, c'est pas du tout mon assistant. Moi, c'était Lou Vialet. Kevin Peffer n'est pas mon assistant. Alors, je me suis trompé, parce qu'on finit par se tromper dans toutes ces choses. Mais vous êtes touché aussi, puisque vous seriez amené à rembourser 40 000 euros. Vous l'avez fait? Et oui, il ne reste plus qu'un mois, là, et c'est fini. Donc, ça veut dire reconnaître, en fait, aussi, quelque part, que... C'est pas reconnaître, c'est qu'on nous a pris directement l'argent sans nous demander notre avis, en toute illégalité, puisque pour l'instant, il n'y a eu aucun rendu de quelque justice que ce soit. Donc normalement déjà ça c'est... Qu'est-ce que vous allez faire au Front National? Alors vous allez vous battre sur le sujet? Alors déjà on va revenir depuis le départ. Il nous reste un petit peu de temps. Au Parlement européen,
on peut déjà pas embaucher ni la famille. Déjà, c'est déjà une chose qui existe depuis toujours. Bon, donc après, quand on est élu, on nous dit voilà, vous pouvez prendre des assistants. Vous avez des assistants locaux, des assistants qui doivent être à Bruxelles. Les assistants locaux doivent vous assister dans votre travail en région. Donc voilà, moi mes assistants, ils m'ont toujours assisté pour mon travail parlementaire. Ils ont toujours, d'ailleurs, une fois le Républicain Lorrain, puisque on est classé, on a un classement qui s'appelle MEP-Ranking, et sur ce classement, j'ai la chance d'être pratiquement première depuis le début de mon mandat. Et l'Est républicain a dit oui, mais enfin cette femme, elle doit faire travailler ses pauvres assistants, ils ne doivent pas avoir de temps de libre pour arriver à de tels résultats. En un mot, vous allez vous battre, vous allez poser un Bien recours? sûr que je vais, mais pour l'instant, j'ai pas été interrogée par qui que ce soit pour savoir ce qu'il en était. Hein. On m'a pas interrogé. On suivra l'affaire. Alors, on va terminer cette émission. On va se retourner vers Bora Yilmaz, parce qu'il a envie de parler, on le sent bien. Comment vous regardez, en fait, toutes ces affaires? Vous avez de la chance, vous n'avez pas trop d'élus, donc vous n'avez pas trop d'affaires au Parti communiste. Ça est encore une fois une boutade, mais enfin, vous avez envie de vous débarrasser, vous aussi, de ces vieux habits de la politique, ces vieux usages politiques que rejettent aujourd'hui les Français? Oui, il y a un rejet, il y a beaucoup de colère par rapport à tout ça, évidemment. Sur les propositions qui sont faites par François Bayrou, certaines vont dans le bon sens. Moi, je souhaite qu'il puisse réussir là-dessus, mais j'ai quand même quelques doutes parce que toutes ces affaires sont quand même l'expression d'un pourrissement. Je vais utiliser le mot de la Ve République qui crée des barons locaux, qui permet l'enrichissement personnel. On l'a vu avec François Fillon, on le voit avec un certain nombre d'affaires qui touchent le Front National. Donc encore une fois, il y a au-delà un problème politique bien plus profond qui est celui du système politique, du régime politique dans lequel nous sommes. Et je veux dire une dernière chose. Si on veut véritablement moraliser la vie politique, il faut envoyer des gens ordinaires à l'Assemblée nationale, des gens de conviction. Et les candidats que nous portons dans ces élections législatives le sont. Donc voilà, je propose encore une fois aux électeurs de se rassembler autour de... On comprendra. Jacques Plandelin, je le voyais dire et opiner du chef dans le sens contraire pour dire non, on n'est pas tous pourris. Eh ben exactement, parce que là, je trouve que vous y allez. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas parlé. C'est ce que vous avez dit, c'était le sentiment. C'est le langage du Front National, le tous pourris, qui au passage se sert bien. Il y a beaucoup d'autres affaires que celle du Parlement européen. C'est pas le tous pourri mon propos. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Mais effectivement, on a quelques cas et beaucoup de cas qui suscitent énormément de colère et qui désintéressent du coup les gens de l'action politique. Je voudrais voilà attirer pourquoi votre il faut attention changer sur le profondément les choses. risque qu'il y a à affaiblir la classe politique dans son ensemble. Parce que les seuls vrais défenseurs du peuple, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les politiques. Il ne devrait pas y avoir de classe. Il n'y a pas d'enregistrement personnel. Il faut élire des gens ordinaires. On va continuer le débat entre nous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à toutes et à tous.